Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum, bonjour à tous, bienvenue en direct sur votre radio comme tous les jours du lundi au vendredi 16h-18h avec aujourd'hui pour m'accompagner monsieur Rudy Kazi qui est avec nous. Bonjour mon Rudy. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Toujours vice-président du CEBIF. Toujours vice-président du CEBIF. Qui est le collectif des élus binationaux de France. Et conseiller municipal aussi. C'est ça. Rudy Kazi, accompagné de monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Comment va mon Pierre ? Eh ben, plutôt bien, Christophe, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Et comme on dit... T'as pas demandé comment tu vas, toi ? Oui, ça va, tout le monde va bien. Si, je vais non, mais il a l'air en pleine forme, Christophe. Ouais, tout va bien, absolument. Alors, messieurs, sachez qu'il y a une nouvelle qui est en attente. Là, visiblement, la maire de Marseille devrait annoncer sa démission. C'est ça, je l'ai vu tout à l'heure. Officiellement pour des raisons de santé, dit-on. Et donc, c'est son premier adjoint, Benoît Payan, qui devrait prendre sa succession. C'est ce qu'elle devrait annoncer à l'hôtel de ville de Marseille dans quelques secondes, visiblement. Triste nouvelle. Je sais pas si c'est une triste nouvelle. En tout cas, si elle a besoin de prendre du recul par rapport à des problèmes de de santé, santé, c'est une triste nouvelle. Oui, absolument. C'était annoncé depuis quasiment le début. Elle se voyait elle-même comme vice-maire. Et elle disait d'ailleurs, c'est dommage que le poste n'existe pas parce que ce serait plutôt... oui, c'est quelqu'un de discret, qui aime pas trop être mis en avant, etc. Donc effectivement... Et surtout à Marseille, ça chahute un peu. Ah oui, un peu, oui. Un peu. Oui. Un peu. Il n'y a pas qu'en football où vous êtes mauvais, quoi. Oui, enfin, leader potentiel de la Ligue 1, mon cher Christophe. Pas encore. Ce n'est pas la petite équipe du Qatar. Non, pas encore. C'est Lille et Lyon qui sont... C'est Lyon, pour l'instant. Ah oui, 2 matchs en retard. Non. Oui, mais vous seriez capable de les perdre. Oui, bon, on va voir. En tout cas, quand on voit comment ils se sont qualifiés, pas qualifiés, ni pour la Ligue Europa, ni pour la Ligue des Champions. Tout le monde peut pas avoir des météorites sur le terrain, des étoiles filantes là, qui se roulent par terre au premier choc. Ça y est, Dimitri Payet, c'est bien. Ouais. Par contre, le tirage des 8e, je le sens moyennement quand même. Ouais. On va voir. Mais c'est Barcelone. Oui, mais justement, je le sens moyennement. Ça me rappelle des tristes souvenirs, moi. Tu regardes l'état de Barcelone, moi je regarde tous leurs matchs, franchement, c'est... Oui, mais la remontada, moi, ça m'a traumatisé quand même. Mais il n'y a plus les éléments de la remontada. Oui. Il y en a un, il est chez nous, et je pense qu'il sera là. Mais chez nous, c'est qui chez nous ? C'est à Paris, monsieur. Paris. À Paris. Moi, je suis Paris. Faut-il faire un dessin ? Oui. C'est Paris, à Paris, monsieur Pierre-Henri. Non, moi je suis pour Marseille, puis après pour le Red Star, etc. Oui, voilà. Tu sais que j'ai offert un des livres de Jeff Pérez, de l'histoire en animation, à un très bon ami à moi qui est, d'ailleurs on salue Bilan Edman, fan de Marseille. Donc chez nous il n'y a pas d'énervement, hein, on est des supporters de foot. C'est tout. Raouda El Amri sera avec nous dans un instant. Elle est un petit peu en retard. Et on va vous battre le 13 janvier prochain. Espérons-le pour vous. Et la belle histoire qui est avec nous aussi. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe, bonjour Salut Pierre, la belle bonjour Rudy. Voilà. J'espère que vous allez bien et effectivement je me tiens prêt pour suivre la conférence de presse de Michel Rubirola qui c'est fait effectivement, c'est assez étonnant, 5 mois après avoir été élu maire, de rendre son écharpe. Nous verrons ce qu'il en est. Effectivement. Alors la belle histoire qui va être soumise évidemment à faire le résumé de cette émission qui sera très chargée aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va gérer, mais on va y arriver comme d'habitude, avec plusieurs sujets qui vont être évoqués, notamment par monsieur Rudy Kazi qui va nous parler des revenus universels. Raouda nous parlera de la précarité des étudiants et monsieur Pierre-Henri va nous parler du fameux observatoire de la laïcité qui a été enterré. Oui. Absolument. Donc c'est un dernier au revoir que fera donc Pierre-Henri probablement tout à l'heure. Et entre-temps on recevra... Parce qu'il faut qu'on en parle de ce film documentaire, un film documentaire qui promet, qui est rempli de bon sens, de découvertes, de rencontres. Ça s'appelle En mode avion. Et on recevra l'acteur principal, Samir, qui a traversé les Pyrénées. Et également, on recevra pas que l'acteur principal, puisqu'on recevra aussi son réalisateur qui s'appelle Mehdi Oulzad tout à l'heure avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est la rencontre en fait, pour la faire simple, entre Samir et Didier, traversant ensemble les Pyrénées. Et c'est une invitation au voyage dans ce documentaire, à la découverte des sens,
des rencontres au fil de cette escapade, de cette randonnée plutôt dans les Pyrénées. Et oui, la montagne C'est parfois, très beau, les c'est Pyrénées. magnifique. Ah oui, non, mais vous allez voir, et en plus, ils en parlent avec beaucoup de cœur. Tout à l'heure, en mode avion, les amis, sur France Maghreb On 2. est pressé. C'est plutôt pas mal. On commence par vous soumettre un petit questionnaire, un petit quiz, les enfants. Quiz. Eh oui, on est comme ça. Avec des petites questions en rapport évidemment avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, ça ne nous aura pas échappé, le 15 décembre. Nous approchons petit à petit des fêtes de fin d'année. Où visiblement on nous demande de nous confiner, de nous auto-confiner pour nous protéger pour Noël, nous dit-on. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé ce matin Castex. Ça a pas l'air d'être Pierre. tiens. Il a aussi annoncé qu'il a le cœur qui saigne parce qu'il ne sait pas s'il pourra réouvrir le 20 janvier les restaurateurs. La larme à l'œil. Fallait-il rajouter de la colère à la colère? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voici mes questions. Qui devient, messieurs, le 7e président de la 3e République française? On est en 1895. Oui. Adolphe Thiers. Non, ce n'est pas Adolphe Thiers. 3e président de la 3e République française en 1895. C'est pas Carnot. Gaston Doumer, Ce n'est pas Gaston Doumergue. Raymond Poincaré, Ce n'est pas Raymond Poincaré. comment il s'appelle là? C'est Ah toute bah, la question. C'est justement la question. Voilà. Il est malin. Ah, comment il s'appelle Eh Bon, ben oui. regarde Bon, discrètement sur Google. je vous hein. donne. Non, je vous donne un indice. Félix de son prénom. Félix Faure. Félix Faure est une bonne réponse. Ah, mais il est mort d'une façon particulière, Félix. Mais c'était pas ma question. Ah ouais. Bah oui, mais Non, oui, non. voilà. Ah, mais quand même. Ah, oui, Oui. il est mort en plein effort. Oui, On va oui. pas dire pourquoi. Conjugal. Oh, Oui. oui. Ouais, Bah, c'est plutôt une belle mort, moi, je trouve. Extra-conjugal. Ouais, plutôt, Oui, ouais. bah peu importe, en tout cas, je trouve ça une belle mort, moi. Bon, bah oui. Je crois pas, non. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui se passe, mon Rudy? Tu veux qu'on en parle? Mais c'est mieux de mourir de vieillesse Ouais, que on de lui a- mourir au on lui a- bout d'un effort. On l'a retiré la Légion d'honneur. Ouais. Bah, Oui. voilà, Bon, alors- La preuve en est que c'était pas si beau. Deuxième question. Qu'est-ce qui a été fondé en 1916 par Charles Simon en France? 1916. C'est en rapport avec le foot. La Fédération Française de Football. Exactement, c'est une bonne réponse, mon cher Rudy. La Fédération Française de Football, qui n'en est pas à des âneries. Voilà. Prêt. N'en déplaise à son. On va parler de Dalida, la chanteuse, qui présente à l'Olympia, on est en 1974, son dernier tube, qui dure d'ailleurs 7 minutes 30. De quel titre s'agit-il? Laissez-moi danser. Non. Non, Gigi Lamoroso. Bonne réponse. Et on écoute un extrait. « 7 minutes 30 à l'Olympia en 1974, Dalida. Quelle chanteuse, quelle chanteuse. Bon, bonne réponse. C'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse, oui, on vient d'écouter un extrait Ouais, mais bravo. que la Ouais, belle parce histoire que moi, je n'entend l'entendais pas. Non, il n'entend pas les extraits, lui, voilà. Ça, c'est les aléas du direct et c'est la technique à la sauce France Maghreb 2. Qui est élue à présent présidente au Chili en 2006? Bachelet. Bachelet Bachelet. est une bonne réponse et c'était d'ailleurs la première femme à être élue présidente dans ce pays. On était en 2006, il n'y a pas si longtemps. Je cherche à présent un auteur, mais aussi un acteur de théâtre. Il est né en 1622. Fastoche, alors là les amis... Molière. Molière, exactement, Molière, le malade imaginaire, Tout à fait. les fourberies des scapins, etc. etc. Je cherche un Premier ministre, mais aussi gouverneur d'Égypte, mais il a été président et il est né en 1918. De qui s'agit-il? 1918. Oui. La belle histoire à toi. Ça date. Nasser. Non, ce n'est pas Anwar el-Sadat. Bah non, ça peut pas être. C'est trop non, vieux. Mais c'est pas Nasser non plus. Eh ben c'était Nasser. C'est Kamal Nasser. Abdel Nasser, monsieur Voilà, Pierre-Henri. mais c'est ce que j'avais dit. Voilà. Non, t'avais dit Sadat. Arrête tes conneries, la belle Ouais. histoire.
Ça va, faut arrêter. Hein. Bon, alors, juste avant de commencer avec Monsieur Rudy Kazi dans un instant, tiens, le tirage au sort, on a décidé ainsi. Pour ton sujet que tu vas nous présenter, on va essayer de faire court les amis aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on reçoit des invités. Donc il faut faire court. Ça va être un beau bordel dans les studios, mais on aime ça, c'est comme ça qu'on aime cette émission. Est-ce que vous avez des mots à suggérer pour notre ami La Belle Histoire tout à l'heure qu'il devra incorporer dans sa chronique? Rudy, un mot. Un mot? Oui. Comme ça? Oui, comme ça, oui. Bah, revenu minimum universel. Non, on a dit un mot, pas trois. RMN alors. RMN, voilà. RMN. Et toc. Non, allez, La Belle Histoire, tu prends? Bah, il n'a pas le choix. Hein. Oui, d'autant plus que j'ai un jeu de mots tout trouvé en lien avec Rudy d'ailleurs. Bah, c'est parfait. Très bien. Monsieur Pierre-Henri, un mot à proposer? Astrologique. Astrologique. Là, La Belle Histoire. Très bien. Mon Très regard, voilà. Notre regard s'est croisé. A tout de suite, les amis, avec Rudy Kazi. Le grand forum, les amis, merci d'être avec nous avec, pour l'heure, Mehdi, non, pas Mehdi, Rudy Kazi, qui est avec nous, monsieur Pierre-Henri, nous attendons Raouda El Amri qui est en retard. Faut-il le signaler à l'antenne? Évidemment, vous savez que j'adore signaler les gens qui sont en retard. Pour Pierre, j'ai jamais eu à le faire pour l'instant. Non. Bah, non. Ouais, voilà. C'est déjà arrivé, hein, par contre, qu'ils sont en retard. Non, mais pas à Non. l'antenne, je suis Pas à désolé, l'antenne. il était arrivé juste, mais il est arrivé. Voilà. Non. Je fais, t'inquiète pas, je fais mon carnet d'entretien. Ouais, Ah. je vois bien. Ouais. J'observe les enfants. La Belle Histoire, lui, est toujours à l'heure aussi. On remarque qu'il a pas de mal, il est chez lui tranquillement, donc ça va. Plutôt facile. Ça se passe plutôt bien pour lui. Bravons, nous, les Transports, les aléas en du commun. transport. D'ailleurs, en matière de transport, vous avez vu que la ligne 14 a été prolongée et a été Tout à ouverte fait. hier. Ah, c'est une belle nouvelle pour Oui. les gens qui empruntaient la ligne 13. Absolument, puisque maintenant ça va jusqu'à 25% Mairie de Saint-Ouen. Ouais. Ah, ça y est? Ouais, ça y est, ça a été ouvert hier à 16h. Je sais pas si tu as vu les images, c'était absolument... Alors je sais pas s'il faut parler de scandaleux, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les couloirs de cette nouvelle station pour saluer l'arrivée et l'ouverture de cette ligne 14, effectivement, qui va être prolongée au sud jusqu'à Orly. Donc voilà, de belles choses à venir pour les usagers franciliens. Alors que Raouda El Amri fait son entrée dans les studios avec 15 minutes de retard. Faut-il encore le signaler? Elle n'est pas encore rentrée, mais la voilà. On La voilà. l'applaudit bien fort. Bonjour Raouda, bravo, elle est là. On peut applaudir. Voilà, quel accueil, quel accueil. Bonjour. Bonjour à Toi, tous. tu vas nous parler de la précarité des étudiants. Exactement. Tu pourrais nous parler de la précarité des gens en retard. Oui, c'est vrai, c'est mon cas. Voilà. Bon, tout le monde est là. C'est parfait. Raouda, avant qu'on commence, as-tu un mot à proposer comme ça instantanément à notre ami La Belle Histoire qui devra l'incorporer dans sa chronique Ah bah de tiens. fin d'émission? Retard. Retard. Voilà. La Belle Histoire, t'as noté retard, hein, Voilà. évidemment. C'est mon cas aujourd'hui. Bon, alors, C'est pas la première. de quoi? À être en retard? Oui. Oui, oui, tu as raison, La Belle Histoire, tu as raison. Alors, mon cher Rudy Kazi, je rappelle moi. aux auditrices, aux auditeurs qu'on recevra l'équipe du film pas La Belle Histoire, ça va pas bien, moi. En mode avion tout à l'heure, dans quelques minutes. En mode avion, c'est l'histoire de Samir Merci de qui. me rendre hommage. Oui, merci, je t'en prie. Qui décide de faire la traversée des Pyrénées. On va partir en voyage, les amis. Et en période de déconfinement, d'ailleurs, je sais pas si on est déconfiné ou pas, parce qu'on rentre en couvre-feu ce soir, 20h, extinction des feux, tout le monde à la maison. Et en tout cas, ça va nous faire du bien de voyager et de prendre un bon bol d'air, parce qu'il n'y a pas mieux que d'aller en montagne pour le faire. Mais pour l'heure, on va parler du fameux revenu universel. Est-ce que Monsieur Rudy Kazi a la nostalgie de Benoît Hamon? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à toi, mon Rudy. Oh ben, c'est monsieur 7%. La nostalgie, hein. la nostalgie peut-être pas, mais il a fait son travail, il a fait ce qu'il avait à faire. En tout cas, sur le revenu... Le Parti Socialiste par terre, oui, c'est bien. Est-il le seul coupable en la matière? Je sais pas, mais en tout cas, son idée, le revenu universel minimum... T'as séduit. Peut-être pas, mais je pense qu'il convient d'en parler parce qu'il fait un peu l'actualité, même si vous n'en entendrez pas beaucoup parler dans les médias mainstream. Il se trame des choses, on va dire, un petit peu dans Alors, les arcanes je te du reprends pouvoir. sur Média Mainstream, il paraît que ça fait complotiste quand on dit ça.
Ah bon? Oui, c'est ce que j'ai lu. Donc l'anglicisme est complotiste. Voilà, alors, c'est bon, ça. Bah, écoutez, Exactement. bon, on va plus employer d'anglicisme. On va Les parler purement médias français. généralistes, On les est grands dans- médias. Les grands radio, médias, voilà. voilà. Les grands médias. Avec un G en majuscule, voilà, comme Ouais, ça, c'est ça ça. va les flatter. Bon, bref. En tout cas, l'Assemblée nationale, fin novembre, a mis en place une résolution donc permettant au gouvernement d'ouvrir, je cite, un débat national et citoyen sur la création, l'expérimentation, le financement et la mise en œuvre de l'évaluation d'un mécanisme de revenu minimum universel. Rappelons que en France, le taux de pauvreté en 2018 est de 14,7%. Voilà, et ce qui représentait 9,3 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2018, et que pour 2020, on prévoit donc de dépasser la barre des 10 millions de pauvres, d'après une étude notamment du Secours catholique, qui, lui, en 2019, a accueilli 1 393 000 personnes en situation défavorable, en situation difficile, dont 650 000 enfants, rien qu'à cause de la pandémie. Voici un peu les chiffres alarmants. Donc on parlait de Benoît Hamon, effectivement c'est une idée qui n'a pas inventé, hein, mais en tout cas qu'il a largement soutenu pendant la campagne présidentielle. Rappelons que Nathalie Kosciusko-Morizet aussi avait un modèle plutôt du genre lors des primaires de la droite, mais le Secours catholique est lui aussi favorable donc à un revenu minimum. Quand même, Hamon, là tu nous ressors tous les vieux dinosaures. Ouais, c'est un flashback pour Ouais. ceux qui sont un peu nostalgiques. Nostalgique redit aujourd'hui. Hein. Bah oui, on est dans le nouveau monde, donc les choses ont changé alors que c'était il y a même pas 3 ans. Donc le gouvernement aussi travaille à un revenu universel d'activité. Alors les termes changent, etc. Mais on parle plus ou moins de la même chose. Vous me poserez certainement la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aides? Évidemment qu'il y en a d'autres. Vous avez le RSA, vous avez aussi d'autres aides qui d'ailleurs, en fait, ce qui pose problème dans le cadre de ces discussions, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas connues et qui font que beaucoup de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ne peuvent en bénéficier alors qu'ils en sont éligibles. D'où en fait donc la question d'avoir éventuellement ce revenu minimum universel qui permettrait donc de donner alors à tous les Français, riches ou pauvres, en tout cas c'est le postulat de base, hein, jusqu'à ce qu'on ait les éléments précis, donc qui permettrait à tous les Français donc de pouvoir en bénéficier, qu'ils soient éligibles ou non à des prestations sociales. Ils recevraient la même somme et de façon totalement automatique. Cela simplifiera, comme je l'ai dit, donc le mode d'attribution, donc de personnes qui sont éligibles à des aides, à des prestations sociales, mais qui ne perçoivent pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, les prestations sociales pèsent 30% donc du produit intérieur brut. Et donc de prévoir, de mettre en place un revenu minimum universel pourrait fortement plomber les finances publiques. Et donc voilà, si déjà on part du principe qu'il y aurait 10 millions de pauvres fin 2020, il suffit de multiplier par ce que représenterait par personne le revenu minimum universel. Et là, vraiment, ce serait des sommes très 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 importantes. D'ailleurs, à ce titre, il y avait un rapport du Sénat qui était sorti en 2016 qui disait que dans le cadre d'un revenu minimum donc universel, admettons de 500 €, cela pourrait coûter 300 milliards d'euros donc à l'État. Ouais, et pour un revenu minimum universel de 1 000 €, cela pourrait coûter 700 milliards d'euros à l'État. Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse très 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 lourd. Ouais. Ça a été testé en Finlande, sans qu'il y ait de grandes vertus, on va dire, sur la santé économique du pays, mais ça a quand même augmenté sensiblement le bien-être des familles qui ont perçu cet argent. L'Allemagne a aussi décidé de tenter ce revenu minimum universel. Vous me direz quid du RSA? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va disparaître? Ça fait partie des questions qu'on se pose, sachant que le RSA c'est quand même déjà 826 € pour un couple sans enfant. Donc, est-ce qu'il sera éventuellement cumulable avec le revenu minimum universel? Voilà, on ne sait pas, on se pose des questions. Le gouvernement est en train de travailler là-dessus, mais il y a aussi d'autres questions qui se posent. C'est quid des salaires des employés? Si tous les Français reçoivent un revenu minimum universel, est-ce que les employeurs ne seront pas tentés de baisser les salaires? Ou bien est-ce que cela ne va pas encourager notamment encourager le fait de ne pas embaucher
puisque c'est toujours des économies faites pour les entreprises qui sont déjà fortement frappées par la crise. Donc il y a un certain nombre donc de questions que l'on se pose, et on se rappelle que déjà en 2020 le chômage a augmenté de 10%. Donc si ce revenu minimum universel se mettait en place, peut-être que ça pourrait augmenter le chômage. Ce sont des choses que l'on ne souhaite évidemment pas. Voilà. Merci mon Rudy. Est-ce que c'est une idée qui vous séduit? C'est la question que je vous poserai, mais avant cela, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée, ce revenu minimum universel? C'est la question que j'officialise, mon cher Rudy. Pierre et Raouda, l'information. Madame Michèle Rubirola a annoncé sa démission de la mairie de Marseille, et elle souhaite que ce soit son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, qui prenne et qui lui succède à Marseille. Donc un peu un coup de tonnerre ils vont dans refaire la des cité élections. phocéenne. Je sais pas. Je sais pas tant que ça. À l'intérieur de la majorité municipale. Oui, mais c'est ça. Ils vont refaire des élections à l'intérieur de la majorité municipale. Mais c'est visiblement, on en prend le chemin. En tout cas, le premier adjoint qui devrait prendre sa succession. Le socialiste Benoît Payan. Voilà. Madame Galli est en deuxième adjointe, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Techniquement, elle c'est en conseil. Elle a encore loupé son tour, voilà. Encore. C'est en conseil municipal techniquement qu'ils vont procéder. C'est ça. Il va y avoir encore des petits jeux, évidemment, qu'on a connus pour la bouillabaisse. La bouillabaisse marseillaise. Alors. Qui connaît si bien Pierre. Qui est souvent parisienne aussi. Hein. Alors, il paraît que pour manger de la bonne bouillabaisse, d'abord, il faut pas regarder le prix, faut y aller, quoi. Et puis on en trouve pas. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport à la bouillabaisse. Oui, je te confirme. Je crois qu'il faut la manger du côté du Vieux-Port, je crois. Mais justement, pas forcément. Pas forcément sur le Vieux-Port. Il n'y a pas un restaurant Tati Catherine, un truc comme ça qui fait de la bonne bouillabaisse. Ouais, voilà. En ce moment, il y en a pas. Catherine. Alors, mon Pierre, est-ce que c'est une idée qui te séduit, le revenu universel qu'avait proposé Benoît Hamon à l'époque? Elle doit être mise au débat, mais attention, il y a beaucoup de fausses pistes autour du revenu universel. Je précise que ce revenu universel, il a déjà été mis au vote chez un voisin, la Suisse. Ils avaient proposé... La Suisse, la Finlande... ils avaient proposé au référendum un revenu de base à 2260 €. En Suisse, c'est la Suisse, quoi. Oui, c'est ça. Ça a été refusé à 77% par la... Ils ne sont pas dans cette culture-là de par la population. Non, je crois qu'il faut comprendre la proposition de revenu universel par rapport à la révolution, évidemment, du numérique. Et une des propositions de Benoît Hamon, c'était notamment de taxer les robots en France. C'était et évidemment, en introduisant tout de suite un effet pervers, parce que si vous mettez des taxes sur les machines, évidemment, vous avez immédiatement des délocalisations qui s'opèrent. Je crois qu'il ne faut pas confondre le revenu universel avec le revenu de base. Moi, je suis favorable à un revenu de base, et notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans la période de pandémie dans laquelle nous nous trouvons, souffrent énormément, sont dans la précarité la plus grande, et donc qu'il y ait un revenu de base, à la fois pour les jeunes de 16 à 25 ans, et puis en fusionnant les minima sociaux pour ceux qui en ont besoin, je pense que ça serait déjà une avancée considérable, parce que le problème, quand on dit revenu universel, évidemment, il faut financer. Et une étude avait été faite au moment de la proposition formulée par Benoît Hamon en 2017, qui montrait que dès que l'on atteignait un revenu de 2200 € en France, en travaillant, si on installait le revenu universel, eh bien, on était taxé. Donc, on peut comprendre aisément que cela ne fasse pas florès. Et puis, d'autre part, ça pose la question de la relation au travail.
et de la valeur travail, de ce qui structure aussi les gens dans leur quotidien. Il y a aussi une réflexion philosophique et morale à mener autour de ça. Il ne faudrait pas que ça pousse les gens à l'oisiveté, alors que la dignité, on la trouve aussi au travers du travail. Beaucoup vont parler d'une aliénation aussi au travail, en se disant que on vit dans une époque où on travaille plus pour un employeur que pour soi, où on est plus dans une forme de subsistance que dans une forme en fait de développement par la voie professionnelle. C'est tout juste si on peut boucler les fins de mois ou même se permettre d'avoir des vacances, etc. Mais ce serait peut-être aggraver cette forme de déliquescence, on va dire, de la valeur travail. Qu'est-ce qui parle bien plutôt pour une oligarchie qui, elle, se dort la pilule. T'es prêt en politique, toi, je te dis, ça y est. Bah, j'y suis un petit peu. Ouais, donc, oui. Bon, merci Raouda. pour les encouragements, j'y vais tambour battant. Mais voilà, juste pour finir une dernière phrase là-dessus, c'est que voilà, ça interroge effectivement sur les valeurs que l'on souhaite adopter par rapport à une société qui se veut travailleuse ou pas, à la différence des anglo-saxons qui, eux, ce genre de trucs ne veulent même pas en entendre parler, quoi. Raouda, le revenu universel, ça te séduit ou pas? Bah, clairement, oui, ça, comme on a dit, ça, bah, franchement, ça peut aider. Elle mais est c'est pour vrai l'oisiveté. Ça m'étonne Non, pas, ça vu comment veut- elle arrive en retard. Non, Ah, le que... Non, tacle. quand même pas. Ça, c'est un tacle. Ouais. C'est pas À la grave. parisienne. Ouais. Oh, non, Bah, mais arrête. après, c'est vrai- digne de Dimitri Bon, je Payet. suis pas parisienne de base, donc j'essaie de m'habituer, de pas être en retard. C'est vrai que c'est pas facile pour moi. Donc, le revenu universel, revenu, Raouda. franchement, ça peut aider. Après, c'est vrai qu'il y a déjà des revenus qui existent comme ce type-là, mais après, c'est vrai que c'est très dur de boucler, comme il a dit, la fin du mois. Et on a beau accumuler parfois des jobs et on se retrouve avec la vie est devenue chère, on se retrouve à travailler et à la fin, comme tu as dit, on peut même pas prendre de vacances forcément, on peut pas se payer les vacances, les loisirs. Et je pense que ça peut aider les jeunes, comme il a dit. Et justement, ils ont de plus en plus de mal. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi, ils font pas l'effort, quoi. Il y en a, Alors, c'est lié, et parce qu'il faut qu'on C'est avance lié, les enfants, ouais. c'est lié parce que là, toi, tu souhaites, Raouda, nous Précarité. parler de la précarité des étudiants. Bah, Mais d'ailleurs, toi-même concerné, je crois. oui, c'est ça, bah, clairement. Quelle transition. Exactement, Très, Raouda très belle Labri. transition. Je savais même pas que tu allais faire un sujet comme ça, clairement. Oh, Bah, Alors. les grands esprits se Non. rencontrent. Quel exactement. talent. La Mais précarité quel des talent. étudiants, Raouda Labri. Te laisse pas déstabiliser par les Oui, dinosaures. non, il n'y a pas de souci. Bah, exactement. Donc, c'est un sujet que j'ai choisi parce que ça me tient vraiment à cœur et je vois énormément de problèmes des étudiants qui en parlent, moi-même concernée. C'est vrai que c'est très, très difficile pour un étudiant de payer son loyer, de payer ses études, souvent aussi, et c'est devenu très, très cher. Donc, justement, pour... n'est pas accessible. Ah non, aux moins c'est pas de accessible à tout le 25 monde. ans. Et la plupart, les bourses et toutes ces choses-là, c'est sur critères sociaux ou même où suffit que un des parents travaille juste un petit peu plus. Voilà, il dépasse un peu le plafond. On dit que cette personne n'a pas le droit à telle bourse, alors que cette personne vraiment en a besoin. Mais c'est un peu la loi, c'est la loi, donc on peut pas forcément tout maîtriser. Donc il faut savoir que concernant la précarité des étudiants, en 2017, selon l'INSEE, donc l'Institut national de statistique des études économiques, 39 ont mis en avant ce chiffre, 39,3% des étudiants ont le droit à une aide d'allocation directe, que ce soit une bourse ponctuelle, bourse sur critères sociaux, prime, bourse de mérite. Mais ce n'est pas suffisant, ça reste faible. Donc, regardez tout le reste du pourcentage qui reste en précarité, qui n'ont pas du tout de bourse. Donc, ils doivent ou travailler et cumuler 1 à 2 jobs. Et ce qui impacte aussi sur la réussite des examens et du diplôme. Parce qu'ils sont très fatigués, ils rentrent le soir, ils ne peuvent pas forcément... Franchement, on n'a plus trop envie. J'ai fait ça 1 ou 2 années et je me suis sentie... C'est très, très dur, vraiment. Et il faut aussi savoir que malgré toutes ces aides, on arrive à cette précarité. 46% des étudiants, ils travaillent en parallèle, comme j'ai dit, ils cumulent des jobs pour pouvoir boucler leur fin du mois et Ceux qui ont des prêts bancaires parfois aussi. Ah oui, prêts bancaires, oui, pour ceux qui font des écoles Les privées fameux prêts aussi, étudiants. Prêts étudiants à une école à 10 000 euros. On commence à faire plus. comme les Ah, mais il faut Américains. choisir une autre école. Oui, il y en Bah, a Les des après- écoles de commerce à 10 000 balles. Ah oui, clairement, oui, il ouais. faut choisir, c'est Oh. sûr. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a, ils font des rentrées décalées ou bien ils se retrouvent à
à pas pouvoir intégrer une école voilà, qui n'ont pas réussi un score, comme on appelle le score IAE. Il y a plein de scores comme ça où tu dois entrer avec ces fameux examens. Eh bien, et près de 20% ils vivent en dessous du seuil de pauvreté des étudiants. C'est vraiment des chiffres, je trouve, des chiffres énormes. C'est très préoccupant. Oui, et pas simplement sur les étudiants, je le dis, sur la jeunesse. Ah oui, d'une manière générale. Exactement. Voilà, Et alors, typique, quand on lit, on entend des témoignages, on lit des articles et on a l'entourage, même en tant qu'étudiant. La vie d'un étudiant, eh bien, il y en a qui disent aussi qu'ils ont 1 euro par jour pour manger, où ils sautent des repas pour pouvoir supporter et combler leur fin du mois. Et ils cumulent donc 1 à 2 jobs, comme j'ai dit. Ils mangent des pâtes et du riz. C'est souvent le repas des étudiants. Ouais, c'est bon les pâtes. Ah moi j'aime bien les pâtes. Donc les deux, bon. Pâtes et riz en même temps en fait. Pâtes au riz. Oui, mais c'est pour un entraînement sportif. Exactement. Après, ça peut faire du régime, on ne dit pas le contraire. Vous devriez faire ça un peu plus souvent à Marseille d'ailleurs. Non, mais c'est bien, c'est très bon les pâtes et le riz, mais je veux dire, pendant un bout de temps, je pense que tu vois. Après, tu peux faire plein de recettes avec tes pâtes. Ah oui, tu peux faire plein de recettes, mais je veux dire, tout ce qui est viande, tout ça, c'est très dur pour les étudiants. Il paraît que c'est pas bon pour la santé, la viande. Ah oui, c'est pas bon aussi, constamment de manger de la viande. Et donc, ceux qui restent éveillés aussi pour réussir ces examens, franchement, c'est des rythmes assez difficiles pour les étudiants. Et on en a parlé. Du coup, se droguent à cause de ça. Ah ouais, il y en a plein qui ratent, que ce soit leurs études, moralement ils sont pas bien. Il y en a même qui abandonnent, ils rentrent chez leurs parents parce que la plupart. Et aussi, il faut savoir que par exemple, un loyer de 9 mètres carrés, c'est 270 € au Crous. Ça, c'est... À Paris. Oui, à Paris, c'est un peu plus cher, je crois même. Non, c'est pareil. Un scandale absolu. Oui, tu sais qu'à Strasbourg et dans les autres environs, c'était 270. Après, c'est la moyenne, ça peut augmenter comme. Oui, Paris, c'est plus cher. Oui. Mais franchement, oui, les grandes villes, après, c'est très, très cher. Et quand on n'a pas de bourse, quoi que ce soit, oui, c'est très une galère. Pas de bourse, pas de parents pour En tout cas, c'était bien d'en parler, ma chère Aouda. Bravo. Merci beaucoup d'avoir parlé. Merci à vous. Et de l'avoir mis en lumière, cette difficulté. Et il faut y penser aussi, voilà, moi qui suis concerné et papa d'un étudiant. Je voudrais rajouter, Christophe, oui. Je pense que, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui sont managers et tout dans les entreprises, que ce soit pour ces étudiants qui travaillent, je pense aussi c'est un peu à l'initiative des entreprises qui recrutent, des sociétés qui recrutent ces jeunes pour travailler en parallèle. Il faut aussi s'adapter à ce public. Je veux dire, par exemple, pourquoi pas réserver des jobs à ces étudiants qui peuvent aménager le travail en fait en fonction de leurs études, même si ça existe déjà. Mais je veux dire, de réserver peut-être des jobs spécifiques à ces étudiants et un certain quota, je ne sais pas, faire quelque chose comme ça qui pourrait être adapté. Réévaluer les bourses, bien sûr, parce que comme on a dit avant, qu'il y a des bourses, il y en a, juste pour quelques centimes ou quelques euros en plus du plafond, ils n'ont pas accès. Ouais. Et les managers, moi je pense que c'est aussi très important de former les managers à ce type de public et de leur dire voilà, il faut comprendre ces contraintes les contraintes de ces étudiants-là, de mettre en avant des techniques de management peut-être plus adaptées et pas forcément des techniques standards qu'on utilise pour un travailleur, une personne qui travaille quotidiennement. Dans un instant, on va parler de l'Observatoire de la laïcité qui n'est plus. Le gouvernement actuel l'a enterré. Avant que nous recevions aussi nos amis du film En mode avion. Alors on est en mode déconfinement à la radio, ça va être un beau bazar, mais on va se débrouiller, ne vous inquiétez pas, on a 2 invités, on a 3 micros, 3 chroniqueurs, 2 invités, on est 5, c'est parfait, tout va bien. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2, on aime le direct et on sait gérer comme d'habitude, donc restez avec nous. On va partir en voyage, on va prendre nos plus beaux sacs pour aller et traverser les Pyrénées. Ça vous dit quand même, c'est pas n'importe quel voyage. Les affaires, mais mon Pierre, traverser des Pyrénées, ton âge mais te je le l'ai permet fait à encore. pied. Il l'a fait déjà. Je l'ai déjà fait à pied. Quel homme. Ton grand âge te le permettrait encore. C'est un sacré tac, ça. Une deuxième aventure. C'est quoi le grand âge pour toi Dis-moi. Mon Pierre, je t'aime, tu le sais. À tout de suite. Et Pierre a resté au Covid, hein, attention. Hein. Oui. Ouais. Et puis, alors, au grand âge, pour l'instant. Oui. Oui, absolument. Mais bon. À tout de suite, donc, sur François Maghreb 2. Deuxième paire de lunettes. Ah oui, avec laquelle tu vois de près ou de loin, celle-ci?
Ah mais moi je vois très bien, sans... C'est pour le style, c'est pour le oui, style. c'est pour le style. Voilà. Ah d'accord, c'est pour le style. Ouais, je change. Il est dans le mood. C'était pour honorer le chin-chin d'Alf Lelou. Donc, Voilà. il fallait bien en profiter. À chacun ses lunettes, à chacun son regard, à tout de suite. Le grand forum avec Raouda El Amri, avec Monsieur Pierre-Henry et avec Rudy Kazi sur France Maghreb 2. Bien entendu, dans un instant, nos invités, on va partir en mode avion, les enfants, du côté des Pyrénées pour cette belle traversée, invitation au voyage, voilà qui fait du bien. Il faudra cette se mettre période. en mode avion sur son téléphone ou pas? Oui, bah mets-toi en mode avion, Vaut tiens, mieux, vaut bonne mieux. idée. Justement pour écouter attentivement ce que va nous dire Pierre, puisqu'on a enterré, ça y est, l'observatoire de la laïcité, mon Pierre, et ça t'a inspiré. Oui, alors, on n'a pas encore totalement enterré. Puis quand on dit on, il faut tout de suite préciser. Marlène Schiappa a annoncé il y a quelques jours que... D'ailleurs, Pierre, pardon de te couper, Oui, t'as vu qu'elle est favorable au point A3, Marlène Schiappa? oui j'ai vu... C'est inquiétant, quand même. Oui. Ouais, parler des Pourquoi échanges par rapport Je sais pas, à la loi contre le séparatisme. Oui, ouais. oui. Comme si la polygamie... Parenthèse était, refermée. voilà. C'est pas l'heure, les amis, Tu c'est pas me l'heure. lances là, tu me lances là. Tu te chauffes là, tu te chauffes. Pierre. Je vois ce qui vous intéresse, les gars. Ah bah évidemment, bah attends, on reste des hommes. Oui, oui. Je suis Bon. le mari que d'une seule femme, moi, personnellement. Bon. Marlène Schiappa a donc annoncé il y a quelques jours que c'en était fini de l'Observatoire de la laïcité, c'est-à-dire que début avril 2020, cet organisme présidé par Jean-Louis Bianco et dirigé par Nicolas Cadenne sera remplacé, dit la ministre, par une structure portant la parole de l'État. Alors, il faut se souvenir que l'Observatoire a été créé en mars 2007 par le président de la République Jacques Chirac, le Premier ministre Dominique de Villepin. Il a été installé en avril 2013 au Palais de l'Élysée par le président Hollande, et puis il a été reconduit par Édouard Philippe en octobre 2017. Et il a un rôle de conseil via l'adoption d'avis officiels, consultatifs pour le gouvernement et le Parlement, et les membres de cette instance, qui sont notamment des parlementaires de tous bords, organisent, co-organisent ou délivrent chaque semaine des formations à la laïcité et à la gestion des faits religieux partout en France et dans différents secteurs, notamment dans la fonction publique, l'éducation populaire, le médico-social, le socio-éducatif, les entreprises privées, l'éducation nationale et le sport. Et si la décision annoncée par Marlène Schiappa a été applaudie par Caroline Fourest et consorts, c'est peu dire que les associations d'éducation populaire et de solidarité sont inquiètes, et parce qu'elles sont depuis longtemps en soutien massif à l'Observatoire, parce qu'elles connaissent la difficulté du terrain et le besoin de pédagogie pour expliquer ce qu'est la laïcité. Et d'une certaine manière, je dirais, il suffit pas de mettre un entonnoir sur la tête des jeunes et d'hurler « laïcité, république » pour que cela rentre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est parce qu'ils sont profondément attachés à la laïcité que les mouvements d'éducation populaire ne veulent pas l'enseigner comme un catéchisme. Ils savent que si notre société doit veiller à l'application rigoureuse de ces lois, elle doit aussi former des citoyens à l'intelligence des principes qui les inspirent. L'obéissance aveugle à des règles peut un temps faire illusion et laisser croire à un semblant de paix sociale. Elle ne saurait faire longtemps illusion. La laïcité, je le rappelle, c'est ni l'athéisme, ni l'irréligion, encore moins une religion de plus. Elle n'est pas une croyance, ni une incroyance, mais une volonté, celle de vivre ensemble, pacifiquement et librement, quelle que soit la religion ou l'irreligion des uns et des autres. Et puis je rappelle un dernier élément. Les Français sont très attachés à la laïcité. Quand on leur pose la question, 78% d'entre eux disent que c'est un principe républicain auquel ils adhèrent. Et plus les Français connaissent le droit en vigueur, plus ils se déclarent attachés à cette laïcité. Il y a autour de cette question des clivages générationnels, sociaux. Et il y a un autre constat également, c'est que les Français sont demandeurs d'une meilleure application de la laïcité.
et d'une plus grande pédagogie de la part des prescripteurs d'opinion. C'est-à-dire qu'ils disent en gros aux politiques, arrêtez les polémiques, arrêtez l'instrumentalisation autour de cette notion fondamentale. Enfin, dernier élément, il faut quand même se rappeler que 60% des Français se déclarent aujourd'hui athées, agnostiques ou indifférents, contre 37% qui se déclarent croyants. Eh bien, l'enjeu est bien d'expliquer, et ce dès le plus jeune âge, en quoi la laïcité est liberté et promesse d'égalité. C'est là la meilleure façon de permettre à l'État d'assurer la cohésion d'un tissu social de plus en plus hétérogène, tout en préservant la diversité de chacun. Raouda, tout à l'heure, parlait de la précarité des étudiants. Ben moi, j'ai envie de vous dire que plus on lutte contre les discriminations, plus on lutte contre la précarité. Exactement. Et mieux, évidemment, on peut aussi faire comprendre des concepts aussi compliqués que celui de la laïcité, qui est la liberté de croire, de ne pas croire, d'exercer son culte, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. C'est beau, hein, vendu très, comme ça. Très beau. C'est beau. Mais dans la réalité... On est relié aujourd'hui à les trois sujets. J'interviens dans les lycées, dans les collèges, sur cette question. Je discute avec les élèves. J'ai donc une pratique de terrain et contrairement à ce que l'on peut penser, cette notion est assez bien comprise. Parfois, elle est très instrumentalisée et je crois que la laïcité, ça permet aussi de mettre à distance les extrémismes. Voilà, c'est tout. Moi, c'est plus l'instrumentalisation moi, qui me gêne parce qu'effectivement, j'ai l'impression que on tend en fait à vouloir sacraliser la laïcité, mais dans un objectif en fait de porter en fait une revendication idéologique de sorte en fait à vouloir porter en fait une certaine vision donc de la pratique religieuse qui effectivement est contrevenante à l'esprit même de la laïcité, en fait, puisque l'État ne s'occupe pas des cultes, pas plus que les cultes ne s'occupent de l'État. C'était bien et on se soumet à la loi des hommes. Et on se soumet à la loi des Églises et de l'État. Moi, c'est plus ça qui va. Dans un instant, si on allait faire un petit cours de laïcité dans les Pyrénées, les amis, ça vous dit un petit voyage? Ah non, on y va, mais sans en parler. Très bien. Ah non, on en parle. On prend nos plus beaux sacs, nos plus beaux habits. Et cette particularité française. Fallait nous prévenir, Christophe. Le réalisateur qui est avec nous, ainsi que Samir, qui est l'acteur principal. Tu vois comment il a enterré le débat, Christophe? T'as vu ça? T'as vu ça? Mais t'es surprise, Christophe. C'est quoi cette fronde encore? Tu nous as fait un grand débat national VS les Gilets jaunes. Place à l'actualité, puisqu'il est 17h. Et c'est avec Damien Ricol qu'on a rendez-vous pour le rappel de l'actualité. Bonsoir Damien. Bonjour à tous. L'heure des explications pour Michèle Rubirola. La maire de Marseille prend la parole en ce moment pour expliquer son choix de démissionner de son poste quelques mois seulement après son élection. L'annonce a été faite en début d'après-midi. Il semblerait que des raisons de santé soient à l'origine de cette décision. Pour remplacer Michèle Rubirola, c'est son premier adjoint Benoît Payan qui serait le mieux placé. Le ras-le-bol du secteur de la culture, mobilisé aujourd'hui dans une vingtaine de manifestations à travers la France. À Paris, le cortège s'est réuni à midi sur la place de la Bastille. Le monde de la culture demande la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées, des établissements qui resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier. L'Agence européenne des médicaments se réunira le 21 décembre à propos du vaccin Pfizer-BioNTech. Un feu vert pourrait être donné, mais pour que les campagnes de vaccination commencent à travers l'UE, il faudra au préalable la validation de la Commission européenne, ce qui devrait prendre encore quelques jours. Le bracelet anti-rapprochement généralisé dans toute la France à partir d'aujourd'hui. Après une expérimentation de quelques semaines dans 5 juridictions, 1000 bracelets sont disponibles. Objectif, maintenir à l'écart les conjoints ou ex-conjoints violents de leurs victimes. Si le titulaire du bracelet s'approche trop, il sera immédiatement contacté par une plateforme de téléassistance. Ce dispositif est l'une des promesses du Grenelle pour lutter contre les féminicides. Les syndicats de police Alliance et UNSA refusent de participer au Beauvau de la sécurité. Cette grande concertation pour réformer la police a été annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Les agents ne décolèrent pas contre le président depuis ses propos sur les contrôles aux faciès et les violences policières. Alliance réclame notamment une peine minimale incompressible pour les agresseurs de policiers et le floutage des agents filmés.
Et puis, un nouveau match pour l'équipe de France de handball féminin à l'Euro. En fin d'après-midi, les Bleus joueront contre la Suède. Elles peuvent se contenter d'un match nul contre les Suédoises pour accéder aux demi-finales. Coup d'envoi 18h15. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellent après-midi. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et on est visiblement en mode déconfinement sur France Maghreb 2, donc tout va bien avec Raouda El Amri, avec Rudy Kazi et Pierre-Henri. Et donc maintenant, l'heure d'accueillir nos invités et je dois dire que je suis content de les recevoir. C'est un film documentaire de 27 minutes si je ne m'abuse, dont on va entendre parler les amis, et grâce à vous aussi. Nous accueillons Mehdi le réalisateur. Bonjour Mehdi. Bonjour. Bienvenue. Et Samir qui est un des acteurs principaux. Comment ça va mon Samir ? Très bien, très bien. Bon, alors, comment c'est parti cette idée de ce film en mode avion ? Qui commence, Mehdi, moi ? Bah Samir, allez. Ah, j'y vais. Non, Mehdi, tiens, Mehdi réalisateur quand même. Oui. Voilà. Ok, donc en fait, on est en juin 2020 et on découvre que Samir a décidé de traverser la France d'ouest en est. Donc Samir, on se connaît. Il a voulu échapper au confinement, lui. C'est malin en fait. C'est bien ça. Carrément. C'est malin. Voilà, il y a une petite période d'accalmie, donc du coup, il part à l'aventure pour 900 km de traversée, donc d'ouest en est. À pied, en randonnée, tout à fait. Ouais. Sur la route du GR10, à la frontière entre la France et l'Espagne. Ouais. Et puis donc il part un peu sans prévenir, en tout cas lui il avait prévenu ses proches, mais nous on découvre ça sur Instagram. Ouais. Et au fur et à mesure donc, des jours, on découvre au fil de ces stories des paysages magnifiques, on découvre des rencontres aussi, et des stéréotypes qui tombent, parce que Samir, voilà, avec sa barbe et ce côté citadin qui découvre un petit peu la France profonde, et puis de l'autre côté aussi, voilà, peut-être les a priori qu'on avait sur cette France-là. Et du coup, on fait le chemin avec lui pendant une dizaine de jours, donc par rapport à cette traversée. Et voilà, donc une expérience humaine, une expérience riche, une expérience sportive et une aventure sur 40 jours. Samir, raconte-nous dans quel état d'esprit on part lorsqu'on souhaite traverser les Pyrénées. Alors, ça peut être dangereux avec des gens qui sont morts, rappelons-le. Il y en a déjà eu, ouais. Oui. C'est pas la majorité, heureusement, mais il y en a eu. Ça reste dangereux. D'abord, est-ce que tu es un professionnel quand même de la montagne ? Du tout. Du tout, d'accord. Non, j'étais ni sportif, ni professionnel, j'étais obèse, je connaissais pas le sport. Donc ouais, pas du tout. Et alors attends, juste pour qu'on comprenne bien, tu pars avec quoi lorsque tu pars faire cette traversée ? Qu'est-ce que t'emmènes avec toi ? Alors cette fois-ci, parce qu'en fait j'ai eu plusieurs échecs auparavant, j'en ai eu 5 auparavant. D'accord. Et cette fois-ci je suis parti vraiment avec le minimum, à savoir de quoi manger pour 3 jours, pas plus, parce qu'il faut le porter. De quoi boire, et quand je dis boire c'est une gourde qu'on va remplir au fil du temps. Un habit pour dormir et un habit pour marcher. Et on dort dans quoi le soir ? Et le soir bien sûr, j'ai oublié la tente et le sac de couchage. Ah oui. Et rien d'autre. Ah ouais, parce que si on prend plus, on a trop sur le dos et on n'arrive plus à marcher. Alors de quel côté des Pyrénées t'as commencé ? Comment ? De quel côté des Pyrénées ? J'ai commencé du côté atlantique. Donc, d'accord. Hendaye, voilà, Hendaye, Biarritz quoi. Exactement, Hendaye, et il fallait aller jusqu'à Banyuls, qui est la ville du côté mer Méditerranée. Super, franchement. T'as dû te régaler, mon Samir. Totalement. Alors justement, dans ce documentaire, on y voit ces rencontres incroyables que tu fais. C'est une véritable invitation au voyage que cette traversée des Pyrénées, à des découvertes, à des sens, à des rencontres, et notamment c'est un fameux Didier. Que tu rencontres au fur et à mesure de cette aventure. Didier, c'est un peu spécial, parce que Didier, on le savait, bon, je le connaissais pas, comme tout le monde là-bas, mais on est parti à un jour de décalage. Il part, il me semble, soit un jour avant moi ou après moi, je ne sais plus. Après, et lui me suivait sur Instagram, en fait. Et donc, il voyait un peu mon périple, mais on n'arrivait jamais à se croiser. D'accord. On se croise qu'à la fin. Donc, j'arrive, moi, après une jour de marche un peu compliquée en plus, une petite cabane là, perdue au fond de la montagne, et je vois ce Didier qui me dit, mais c'est pas toi, Samir ? Je dis ouais, mais t'es qui ? Et il me dit je suis Didier, tu me connais pas, mais moi je te suis. Et du coup, voilà, le contact s'est fait tout de suite et on a décidé de finir ensemble en fait ce parcours qu'on a fait ensemble en parallèle sans le savoir, et on a fini ensemble. Et effectivement, après il y a des liens qui se créent parce qu'on mange ensemble, on dort ensemble, on souffre un peu aussi ensemble. Et ça motive aussi, ouais. Pour tenir le coup. Mais c'est pas évident parfois. Justement, qu'est-ce qui t'a alors quel est le souvenir le plus gravant de cette dernière traversée des Pyrénées que tu as réussi totalement? Samir. Il y en a plein, je dirais la fin. La fin, je m'y attendais pas. La fin, elle a été spéciale. Elle vient à la fin, parce qu'on n'y croit pas au début. Moi, l'état d'esprit, tu me demandais l'état d'esprit. Moi, sincèrement, j'y croyais pas une seconde. Pour moi, c'est je pars. Quand est-ce que j'allais finir? J'en sais absolument rien. Et voilà, je me dis bon, je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Et quand on arrive à la fin, au début, on cogite beaucoup sur les derniers jours.
Et quand la fin arrive et que ça y est, on y est, c'est un plaisir. Je me suis mis, il était là, Mehdi, il m'a filmé, je me suis mis à chialer alors que c'était pas prévu. Il m'a dit je pleurais pas. Il m'a dit je ne pleurais pas. C'est ça. Et ouais, non, c'est de l'émotion là, il y a de l'émotion. C'est un sort de choc d'un coup là. On retombe d'un coup en fait. On est dans notre montagne là pendant 40 jours. En fait, c'est l'atteinte d'un objectif que tu t'es mis et tu t'es dit peut-être que c'est. C'est ça. Moi, c'était un objectif dans ma vie que je n'allais jamais atteindre. C'est l'illumination devant la nature aussi. Ouais, ça c'est. Alors, ça. De plein fouet, quelque chose qui nous dépasse. Mehdi, qu'est-ce qu'on emmène comme matériel pour aller filmer cette aventure? Alors, c'était une grande question parce que du coup, il y avait le matériel de randonnée, la tente, le sac de couchage, et des caméras, des drones, des micros. C'était compliqué parce que du coup, on n'avait pas le droit d'avoir de matériel de secours. Donc, c'était si ça casse, s'il n'y a plus de batterie, s'il n'y a plus de piles, c'était fini. Justement, vous avez ramené tout ça ou non? On a dû éviter parce que du coup, le sac de randonnée pour un randonneur, c'est combien? 10 kilos? 10 kilos, c'est bien. Au-dessus, c'est pas bon. Donc 10 kilos, c'est que les affaires de randonnée. Et après, donc il y a la caméra, les batteries, puis il fallait tenir parfois plusieurs jours sans pouvoir recharger. C'est un coût tout ça, Mehdi? Tout à fait, c'est un coup. Donc du coup, nous on est parti, comme on a été séduit par l'aventure de Samir, en fait, on est parti sous nos propres fonds. On a eu quelques amis qui nous ont aidés au départ. Mais on s'est dit vraiment, l'aventure est tellement folle, on veut vraiment ne pas la rater. Et chaque jour où Samir marche, en fait, c'est un jour de moins à filmer pour nous. Donc on contacte certains médias, puis on nous dit gentiment, c'est intéressant, on va l'appeler en visio, et puis on fera un sujet de 1 à 2 minutes. On s'est dit que ça méritait un peu plus que ça quand même. Donc on est parti avec nos sacs à dos de façon totalement non préparée. Samir nous prévient, nous dit ça va être un petit peu sportif. On s'est dit bon, ça va aller. Bon, finalement c'était vraiment intensif. Et puis donc du coup voilà qu'on on part comme ça et du coup c'est l'objet aussi maintenant de notre travail. Donc du coup ce film on l'a filmé en août dernier et on a actuellement une campagne donc, de levée de fonds pour justement compléter la production du film. Donc là on est en train de financer le montage. Vous êtes presque à la fin je crois. Tout à fait, on est à 82-83%. Il nous reste 4 jours. Et normalement, ça devrait être bouclé d'ici vendredi 23h59 précisément. Très bien, donc il manque un peu d'argent. D'ailleurs, comment ça se passe pour vous aider un petit peu? Donc ça se passe sur modeavionfilm.com. Modeavionfilm.com, vous pouvez pas faire... Voilà, vous pouvez... Il est disponible déjà Non, le film, pas encore. C'est juste le teaser. Ouais, j'allais faire le teaser, qui donne un petit peu un avant-goût. L'eau à la bouche pour pouvoir voir la suite. Et puis ensuite, voilà, c'est eux qui veulent nous... Donc c'est pas du don. C'est un pré-achat en fait du film, puis on reçoit des goodies, un accès au film en avant-première. Mais il sortira fin janvier normalement. Tout à fait, en tout cas fini fin janvier, puis après on espère pouvoir le diffuser en festival. En festival? Ouais. Super. Festival, en espérant qu'il y en ait. Bon alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Voilà, la question pertinente de Pierre-Henri. La France, c'est le pays des fromages. Oui, des 267 fromages. De Gaulle. Donc. Dans les Pyrénées, en plus, ils j'ai mangé beaucoup de fromage, effectivement. Parce que là-bas, il n'y a pas de Auchan, Carrefour et compagnie. Hein. Ça, on oublie, il ne faut pas une croix dessus. Pas de beurre non plus. Mais justement, vous avez fait comment? Donc on se contente des toutes micro-épiceries qu'on peut trouver parfois dans les petits villages ou parfois aussi chez les bergers et compagnie. Et chez les bergers, en général, il y a du pain et du fromage. Et donc, c'est seulement du pain et du fromage que l'on mange. Voilà. On se ravitaille dès qu'on peut. Puis il y a des boissons alcoolisées aussi un peu. Aussi. Bon, moi, j'ai évité, mais il y en avait. Non, combien de kilomètres par jour? Combien de kilomètres par jour, Samir? Kilomètres par jour, j'étais à peu près entre 15 et 20 par jour. Ça dépendait vraiment du dénivelé. Des fois, c'était vraiment du très fort dénivelé. C'est déjà beaucoup. C'est énorme, quand on se paye 500, 600. Mais alors, est-ce qu'on y va quand même avec une petite boussole? Non, en fait, le GR10, comme la plupart des GR de France, sont bien balisés. C'est-à-dire qu'il y a des balises, il y a des bénévoles qu'on a rencontrés d'ailleurs sur le chemin, qu'on a filmé, qui sont dans le documentaire, qui font un super travail, qui balisent, et donc ça va quoi. C'est assez bien balisé. Bon, parfois je suis un peu perdu, comme tout le monde, mais on retrouve rapidement. Et un peu le sens d'orientation. C'est ça, il y a un peu de ça aussi. Les GR qui sont les mieux balisés, c'est ceux qui sont appelés les chemins de Compostelle. Exactement. Que j'ai croisé aussi, j'ai fait un bout de Compostelle aussi. Tu as dû quand même voir de sacrés paysages, mais ça c'est à couper le souffle. Là, le paysage, en fait il y a deux choses. Il y a le beau paysage, couplé aussi au fait que je sois tout seul comme ça. Et ben les deux ensemble fait que on profite mais un maximum. Et comme je disais en fait au début, on est extérieur à la nature. Moi, quand je commence ce périple, je suis vraiment extérieur à la nature. Par exemple, quand je croise des troupeaux, je vois qu'ils s'écartent de moi. Moi, je m'arrête, j'ai un peu peur. Je sais pas trop comment les aborder. Et à la fin, même pas vers la fin, vers le milieu, et ben, je rentre dans le troupeau ne s'écarte plus de moi. J'ai réussi à toucher des vaches, des chevaux. Est-ce que tu as croisé des patous aussi? Il y avait des patous au début, j'avais peur. Mais Christophe, écoute, il y a des patous. Tu sais ce que c'est les patous? Non, c'est quoi les patous? C'est magnifique. En fait, des patous, c'est des chiens qu'on va faire naître dans le troupeau. Et ce chien se prend pour un mouton.
Ah ouais. Il vit avec le troupeau et il le protège. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il peut être parfois très agressif. Si on s'approche du troupeau, il attaque. C'est dangereux. Ah ouais. C'est dangereux. Et à un moment, j'avais pas le choix, je me rappelle, j'avais pas le choix, je devais traverser le troupeau. Pas le choix, parce qu'à Allez, côté. un bâton avec. Et alors Et je fais comment? Et bah, du coup, comme c'était vers le milieu du périple, j'étais enfin en confiance avec la nature. Je dis, bah, t'y vas normalement. J'y suis allé normalement. Le chien est venu vers moi en aboyant. Et finalement, il m'a rien fait. Ouais. Il m'a même un peu léché les jambes Ah et je suis ouais. reparti. Et en fait, le périple s'est terminé comme ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment connexion avec la nature. Et ça, c'est vraiment ça. C'est aussi. Ouais, En fait, c'est on c'est prend ce qu'il du faut temps retenir pour- dans cette histoire, c'est la connexion avec la nature. Est-ce que tu as Ouais. croisé des ours? Non, j'ai croisé beaucoup de panneaux qui disaient attention aux ours, Ouais. mais aucun ours. Heureusement. Et quel est le moment où tu as eu le plus peur? Parce que certainement, il y a eu des moments où tu as Il y a eu eu très des peur. frayeurs. Il y a eu la plus grosse frayeur. Il y en a eu une grosse frayeur. C'est Ouais. bon, tous les matins, je regardais à peu près la météo quand j'avais un peu de réseau Ouais, pour savoir si je devais aller un peu plus vite ou moins vite selon les orages. ouais. Et à un moment, je me dis c'est bon, j'ai le temps, etc. Mais non, pas du tout, parce que là-bas c'est aléatoire. Et je monte tout en haut, j'arrive à un col et je vois les nuages derrière moi arriver. Il arrive beaucoup plus que prévu. Je me retrouve dans l'orage. Ouais. Et là, j'ai eu peur, ouais, parce que je pouvais pas m'abriter, je pouvais pas descendre, je pouvais pas monter, je pouvais pas Bah m'asseoir, oui, je pouvais pas monter la tente, bloqué, je pouvais en rien fait. faire. Ah. Ouais. Bah, je me suis mis en boule, tout simplement. Je me suis mis en boule comme ça, et je suis resté allez, T'as un des bon une tenues demi-heure. adaptées ou t'avais prévu ça? Un poncho. Donc Ouais. mon poncho était trempé, j'avais la grêle, j'avais la foudre qui était instantanée. J'avais l'éclair et le bruit de la foudre en même temps. Dans ces C'était moments-là, on sait ce qu'on va arriver ou pas. sous la pluie. Ouais, c'est Et là, extraordinaire, j'ai quelle très peur. aventure, quelle Ouais. aventure. Ouais, Et ouais. pourquoi avoir choisi ce titre en mode avion? Puisque c'est vraiment pas en avion pour le coup. Déconnecté, je Bah, là, pense. c'est le réalisateur. Justement, c'était un petit peu déjà le contre-pied avec ce qu'on pouvait imaginer. Donc il n'y a pas d'affiche avec un deltaplane dessus, parce que Samir était à pied. Mode avion, parce que quand Samir part, c'est vraiment une introspection. C'est vraiment une remise en question. Et quand on l'appelle avant de venir, il me dit je pars et je sais pas comment je vais revenir, je sais pas qu'est-ce qui va changer en moi, j'espère pouvoir changer. Et c'est pas déconnexion, ça veut dire qu'en fait c'est dans le but de revenir, de pas vivre une vie monacale où je plaque tout, je quitte tout, je reviens dans une autre vie. Non, c'est je garde ma vie, mais moi je veux changer. Et du coup c'est le mode avion et on en a besoin en ce moment, cette période d'actualité un petit peu trouble, de respirer, de se retrouver, de parler un petit peu. Et donc du coup quoi de mieux de se mettre en mode avion pour justement profiter de ces moments et savourer ces petites choses. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Samir, après cette traversée? Qu'est-ce qui sera plus jamais comme avant? Il y a eu beaucoup de choses. Alors déjà, il y a des changements physiques. Ah oui, c'est vrai. Mon alimentation a complètement changé. Ouais. Je consomme plus du tout de la même manière. J'étais le geek, hein, vraiment le cliché du mec devant sa pizza, son grec, machin. Ouais, Ça c'est terminé. Donc déjà c'est le premier changement qui se voit, on va dire. J'ai une grosse perte de poids. Et deuxième changement aussi, c'est mentalement, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai besoin d'être face à la nature. L'écologie aujourd'hui, j'étais pas du tout sensible hein, il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis extrêmement sensible à ça. Je suis mis au tri, chose qui était impensable il y a 5 ans à peine. C'était pas possible. La nature, les animaux, tout ça, non. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu vraiment mon... Peut-être véganisme ou pas. Voilà, peut-être pas jusqu'au véganisme, parce que là-bas, on voit des animaux, donc voilà, les Ouais, troupeaux, les bergers, mais donc c'est ils pas font vraiment la... partie aussi de la nourriture. Exactement. ils Tu font n'as pas partie de eu ça. à égorger une poule pour manger? Non, et du coup, j'ai pas pu manger de viande, parce que quand je mange halal, j'ai rien Ouais, trouvé, c'est donc difficile. Ah oui, mais tu pouvais l'égorger de manière halal. Claire, ouais, c'est. Ah. Égorge un mouton sur place. Non, mais j'ai eu plein de liens avec plein de moutons, machin, mais non. Alors Et, parle-nous des rencontres de ces villageois que tu as rencontrés au cours de ton périple. l'accueil, il est incroyable. Il est L'accueil. incroyable. On en croise Est-ce pas qu'on pourrait beaucoup, les gens. organiser un Pékin Express en France? Moi, j'ai toujours dit Bah, non. moi, j'ai l'impression que c'est un Pékin Express. Mon cher Christophe, c'est le moment de balancer Rachida, Douce France, Oui. parce que c'est de cette France-là dont tu vas nous parler. Oui, alors justement, cette rencontre, Samir, Eh cette ben, rencontre avec les habitants, Justement, qui ont un Pékin accent Express- très prononcé d'ailleurs. Ouais, Pékin Express, franchement, ça pourrait marcher. Ouais. Peut-être pas à Paris, peut-être pas Non, dans les grandes villes, certainement mais pas, quand non. on sort, dès qu'on rentre dans les Dans les villages, petits villages, et ouais. là, mais non, c'est un autre Bah là, monde. c'est- Et là, c'est je notre suis sûre, France totalement. Et moi, Voilà. Il y j'étais a des- vraiment il y a des étonné. beaux endroits, Alors, c'est le, juste quand le- même- le l'accueil- racisme, alors, Oui. est-ce qu'il existe ou pas? Du tout. Absent Ah non, mais totalement. attendez, Et moi- ça c'est très important. Samir, raconte-nous, parce que ça, Ouais. il y a beaucoup de préjugés sur Ah. le racisme des gens, Dans de les la villages, France tout ça. profonde, Ouais. et pas sûr qu'ils aient croisé beaucoup de Samir dans les Pyrénées. Et puis il y a une histoire particulière parce qu'il y a un villageois, et Samir lui-même, je parlais parce qu'il avait Ouais. lui-même cet a priori, il nous dit dans ce village-là, il y a un ancien, il est vieux, il fait un peu peur. Je pense qu'il va avoir un fusil avec lui, et si on passe près de lui, il y avait un peu ce stéréotype, que je parle de stéréotype, c'est de part et d'autre. On pense Ouais. que des fois on va avoir un regard sur nous, puis nous-mêmes des fois on imagine que les gens vont nous recevoir. C'est ça. Au final, c'était un monsieur qui était très gentil. Ouais. Il habitait en fait sa maison, c'était le village, c'était la moitié du village. Donc, il avait, sa maison était composée de la mairie, de l'ancienne école, etc. etc. Ah ouais. Il a racheté le village pour lui. Il a racheté le sa village, vie, quoi, en fait. il vit avec des animaux et en fait il fait ses propres confitures.
Et là, vraiment, entre autres, on a vraiment découvert que les clichés, ils existent que dans nos têtes. En fait, les barrières sont comme dans nos têtes. Exactement. Et nous-mêmes, on pensait qu'on allait avoir un accueil. Ça, c'est en ça que c'est un message important aussi. Ça fait ça. Et moi, comme le disait Mehdi, c'est que moi, sur mon visage, il y a une grande barbe, ça fait peur un petit peu. Donc on peut dire que les gens peuvent avoir peur, c'est naturel, c'est normal, il faut se poser des questions. Dans un milieu, en plus, là-bas, ils sont tout seuls, isolés. C'est tout l'inverse qui se passe. Mais vraiment tout l'inverse. Par exemple, moi, j'ai une idée en tête là qui me vient comme ça, là, un souvenir plutôt. Je passe devant un tout petit village, micro-village. Quand je dis village, c'est 3 maisons, hein, pas plus, au fin fond de la campagne. Et là, j'entends un monsieur qui fait le barbu, viens ici. Alors moi, je commence à avoir peur, je fais oh là là, qu'est-ce qu'il me veut? Ça fait peur. Et là, t'avais juste à crier Allah Akbar et t'étais. Voilà. Et là, j'arrive vers ce monsieur. Et là, ce monsieur me dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais le jardin? Je fais oui. Et il a dit viens avec moi. Et là, il me propose du fromage. Il me montre le chemin. Il me sort une carte. Il me donne des conseils sur les lacs à visiter. Et il me sort un tas de trucs. Et là, je dis waouh. Et ça a toujours été comme ça sur le chemin, à chaque fois, systématiquement. Et vraiment, c'est. Il faut confronter les situations en face pour se Alors, dire, c'est bien plus que d'utilité publique, finalement, ce documentaire, Monsieur Mehdi. Absolument, l'objectif de ce film, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se parlent. Non, c'est que les gens se parlent, parce que quand on voit Didier, on voit toutes ces différentes personnes qu'on a pu rencontrer, on voit que quand on met de côté ces préjugés, surtout, en fait, c'est ça qui a aussi accéléré cette histoire de film, c'est qu'on fait ça au mois d'août, on revient, le film est filmé, mais pas monté du tout. Et on met ça un petit peu de côté. Samir nous dit, voilà, c'est mon témoignage, c'est important pour moi que vous le diffusiez, mais voilà, nous on avait aussi d'autres priorités. Et là on revient, donc il y a reconfinement. Donc déjà on se dit, quand on était dans la montagne, on le voyait un petit peu venir, mais on était un petit peu vraiment déconnectés, donc on s'est dit, ouais, peut-être pas. Et puis il y a ces fameuses lois, on parlait tout à l'heure, c'est justement qui sont faites pour essayer de diviser l'opinion. En fait, ce qui est... Ça va à contresens finalement. À contresens, et surtout en fait, on voit que c'est vraiment alors, le discours d'une minorité. En fait. Je vais pas te couper, mais la pub étant là, et pas de soucis. Il déroger. Dans un instant, on continue notre... Franchement, bravo. Bravo d'abord à Samir, et bravo aussi à Mehdi, à toute l'équipe pour avoir mis ça en place, et peut-être que votre film, en tout cas, fera changer quelques mentalités. Et en cela, si ça fait changer une mentalité d'une personne, c'est déjà un pari gagné. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, quel voyage avec ce film documentaire, avec Mehdi le réalisateur, avec Samir, l'acteur principal, à double titre. C'est lui qui a traversé cette traversée absolument incroyable des Pyrénées. Quelle belle région! Une belle chaîne montagneuse à découvrir. Il est rentré en connexion ainsi avec la nature, Samir. Et il en est revenu dans un autre état d'esprit. Et on peut le voir au fil de ce documentaire qui dure, je crois, 27 minutes, hein, Mehdi ? Tout à fait. 27 minutes. 27 minutes de bon air, 27 minutes de messages, 27 minutes de bon sens, 27 minutes de rencontres, 27 minutes de découverte aussi et de rencontres. Alors, il y a donc ce film tourne autour, si j'ai bien suivi, tourne autour surtout de ce duo entre toi et Didier, Samir. Vous apprenez effectivement à vivre ensemble, hein, et vous partagez les bons moments comme les moments beaucoup moins drôles, comme les galères. Vous êtes devenus des compagnons de route. Finalement, est-ce que vous êtes restés potes ? On est restés potes, on est restés en contact. Je ne l'ai pas revu à cause du confinement, donc on n'a pas eu l'occasion de se revoir, mais dès que le confinement est levé, je pense qu'il y aura une petite visite sur Toulouse pour aller revoir Didier, effectivement. Il n'y a pas eu que Didier, il y en a eu d'autres avant, hein, parce qu'on a rencontré d'autres. Il y a eu James, l'Australien, il y a eu Charlène, la Parisienne. Donc, Kylian aussi. Kylian aussi, donc il y en a eu. Et Didier, effectivement, c'est vraiment lui, je termine avec lui, donc c'est encore un peu plus spécial. Et effectivement, il faudra que j'aille le revoir, effectivement. En quoi, Mehdi, il faut impérativement voir ce documentaire en mode avion ? En mode avion, c'est une bouffée d'oxygène en fait. C'est l'idée, et c'est pour ça qu'on a accéléré la production du film. C'était vraiment pour montrer déjà ces paysages, montrer que cet été on n'a pas pu forcément voyager. C'est montrer qu'en France on peut également voyager, on peut vraiment se dépayser, on peut vraiment se couper, on peut vraiment découvrir des choses assez incroyables. Et en même temps, c'est vraiment l'idée de pouvoir créer des discussions entre des personnes, des fois des populations qui ne se parlent plus, parce qu'on se parle des fois par médias interposés, par les réseaux sociaux. Et là, on voit que des gens qui a priori n'ont rien à voir
dans l'adversité, décident de se parler, décident de faire un bout de chemin ensemble. Et on a tout à voir, puisqu'on est habitants de France, citoyens de France, on a tout. C'est comme ça qu'on nous présente malheureusement. On voudrait nous diviser, mais en fait, on voit que c'est vraiment la voix de quelques. C'est une invitation au vivre ensemble finalement. Absolument. Et le film ne le force pas parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe sur le GR10. Nous, comme c'est un documentaire, on a amené le matériel, on a essayé de capter la réalité, mais il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment les gens se parlent spontanément. Il y a des élans de solidarité. On croise un marcheur dans le film qui arrive, il marche sans chaussures. Ah ouais. Il y en a comme ça qu'on croise sur les toits. Mais il y a eu zéro. Samir, il y a eu zéro réflexion raciste. Zéro. Mais vraiment zéro. Au contraire même, il y a eu que des réflexions quand il y en a eu positives. Mais je dirais même en réalité, à part une ou deux positives, il n'y avait pas de réflexion. Simplement, on était ensemble. Et moi, le soir, je peux pas me cacher. Quand l'heure d'après arrive, je faisais ma prière et j'avais un randonneur à côté. Et il s'en fichait totalement et royalement. C'est ce que la question de Christophe. Pour les personnes qui sont de passage, qui visitent, qui viennent découvrir, qui ont déjà cet état d'esprit d'ouverture et en même temps une forme de révérence pour ce que représente la France au naturel, c'est peut-être différent que pour les personnes d'origine étrangère qui viennent s'installer et pour lesquelles on a souvent des témoignages, pas que de racisme, mais voilà, ce qui relève un petit peu de la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'autre. C'est ça, c'est la peur de l'autre. Ouais. Ça fait deux registres différents, d'être de passage et d'y habiter, quoi. Peut-être. Après, franchement, sincèrement, toute sincérité, je ne le pense même pas. Pourquoi ? Parce que vraiment, il faut le vivre, il faut côtoyer ces personnes-là. Quand une personne est vraiment déconnectée de ce monde-là un peu rapide, le métro, boulot, dodo, etc., et qu'on est dans sa montagne et sa nature, en général, les gens sont beaucoup plus doux, beaucoup plus... Je me rappelle, j'avais rencontré... à leur nature, en fait. C'est ça. Il faut aller vers eux. Mais j'en suis sûr que si même il n'y avait pas que ce passage-là, mais plus une résidence un peu... Je pense que ça ne poserait pas problème, sincèrement, vraiment. J'avais croisé là-bas un autre randonneur qui faisait un petit bout, qui lui était... il était cheminot au RER D, donc pareil, il se déconnectait à chaque fois, faire un petit bout de... Et il me disait, je me rappelle très bien, il me dit, ce qui est bien avec le GR10, il me dit, moi si je viens ici, c'est que quand je suis dans le RER et tout, il raconte de tout et n'importe quoi, il dit, quand je suis là, il peut y avoir que des gens bien. Parce qu'il n'y a pas de fous qui montent tout en haut dans la montagne. Il peut y avoir que ce soit les résidents ou les gens de passage, il n'y a que des gens de bonne intention, de bonne volonté, et du coup on est rassuré, on se sent en sécurité bizarrement. C'est spontané en fait aussi, c'est de la spontanéité en fait. Vous êtes là-bas, vous réagissez comme dans la vie de tous les jours, sans forcément avec ces infos, ces choses comme ça qui se passent dans le quotidien, et du coup vous voyez la personne elle-même. Je pense que c'est différent, c'est ça qui fait. Et ça c'est important. Les infos par exemple, moi le gouvernement avait changé, le port du masque était autorisé, tout ça je ne savais pas. Je le découvrais plusieurs jours plus tard. Il n'y a pas BFM TV là-haut. Hein. Voilà, il n'y a pas BFM TV. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est déconnecté. Mais on n'est plus parasité. Le cerveau est complètement... C'est un appel à couper au CNews. T'es déconnecté du monde. Oui, CNews, voilà, c'est ça. CNews. Allez, on commence par CNews, on coupe. On coupe la liaison. Alors, Samir, toi qui habites la région parisienne, ça t'a fait du bien ce voyage ? Non mais vraiment. Est-ce que ça t'a reconnecté avec ton pays, la France ? Totalement. Ah mais bien sûr. Et moi je le disais déjà depuis quelques temps quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la randonnée, et je le redis encore aujourd'hui plus fort, on a un pays vraiment magnifique. On peut aller dans la montagne, on peut aller dans des champs, on peut aller dans des prairies. Moi je suis rentré de randonnée, 2 jours plus tard j'ai repris ma famille, ma femme, mes enfants, on est reparti, on a fait le Morvan, on a fait les Alpes, mais c'est magnifique, on a tellement à faire et il faut en profiter. Et aussi c'est aussi l'un des messages que moi en tout cas je souhaite véhiculer. C'est ça, moi ce que j'ai envie de dire. Et moi là-bas ce film je voulais pas, c'était pas prévu, on est d'accord, mais là-bas c'était un livre. Voilà. Et le livre devait s'appeler, je me rappelle, il devait s'appeler, ce que j'avais prévu dans ma tête, Lève-toi et marche. Et le but c'est de motiver les gens à se bouger, se dire on a plein de choses, que ce soit en France ou à l'étranger, mais surtout en France. Voilà, c'est aussi un peu faire un peu un lien entre les deux. C'est le message. C'est le message. Et heureusement le film est là. Il y a besoin peut-être d'un miracle. Peut-être les gens ils vont se bouger maintenant. Et justement, le miracle, il faut y aller. Moi, pour moi, c'est miraculeux ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand je me regarde ma situation, quand je suis parti la première fois attaquer les Pyrénées en 2014, j'étais en tongs, j'avais 20 kilos sur le dos, je pesais presque 110 kilos. Et j'ai abandonné au bout d'un jour. Voilà. Donc, tu as dit que tu étais marié, tu as une épouse, des enfants, etc. Eux, alors, quel est le regard qu'ils ont porté sur toi ? De quelle manière t'ont-ils suivi ? Alors, il y a un changement effectivement. Après, c'est plus moi qui dois m'adapter. Donc, j'ai dû m'adapter en fait. C'est plus moi qui a eu. J'ai dû redescendre plutôt que elle s'élever. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est moi qui me remets à son niveau. C'est d'ailleurs pour ça que 2 jours plus tard, je suis reparti dans la montagne avec les enfants.
voilà, qu'ils voient et que c'est pas moi je descends de ma montagne et eux sont encore dans la vie de tous les jours et que voilà et qu'on arrive après dans une sorte de situation un peu conflictuelle ou difficile. Moi j'ai croisé par exemple un Belge, on l'a croisé, tu te rappelles, il est dans le documentaire aussi, un Belge qui racontait que c'est la deuxième fois qu'il faisait le GRD, c'est la première fois en rentrant comme il s'était pas préparé à ça. Il a dit le jour où il rentre en Belgique, il divorce et il démissionne. Ah ouais. Voilà, donc et lui il met en garde, il fait gaffe à ça, le retour préparez-le. Là où c'est en mode avion, mais quand vous vous reconnectez, pensez à préparer cette connexion. C'est quoi oui. Il y a une dimension un peu spirituelle, un peu aussi de prendre la montagne, c'est un peu comme essayer de se rapprocher un peu du ciel. J'imagine que le fait de couper avec la base, c'est aussi quelque part d'aller humer en fait un air en fait qui nous transporte, voilà, je pense. Alors je ne sais pas moi s'il faut croire au ciel ou pas, mais en tout cas on en a un, il est commun. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et ça permet aussi de l'observer. Mais moi je parle vraiment par rapport à la dimension de l'élévation sur le plan spirituel. Qui donne le sentiment aussi de s'élever spirituellement. Il y a clairement un élément spirituel. Après qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on dit spirituel. Moi, toutes les personnes... Moi bien sûr, moi je suis musulman, donc effectivement... Ne pas être croyant, c'est aussi avoir le droit à la spiritualité. Ne t'inquiète pas, il y a tout type de spiritualité, chacun fait comme il veut. Alors, Samir... Et c'est ça qui est fort sur le GRD, c'est que on croise toute personne. Il maîtrise plus. Ouais, je maîtrise plus rien là. Samir, vas-y. Oui, dis-moi. C'est ma dernière question. Ouais, donc juste pour terminer là-dessus, c'est que j'ai croisé moi des personnes dans toute confession, toute croyance. J'ai eu le bouddhiste, donc James, j'ai eu l'athée, etc. Et tous, effectivement, il y a un point commun, c'est ce côté un peu spirituel de déconnexion, reconnexion avec la nature, de changer ses idées, d'être libre. Ouais. Donc on se rejoignait, après chacun mettait des mots différents, on va dire, voilà. Mais globalement, l'état d'esprit était le même, effectivement. Ouais. Samir, c'est quoi le prochain objectif ? Prochain objectif. Oui. J'en sais rien et je suis en train de cogiter, j'ai plein d'idées en tête. En fait, le problème qui s'est posé, c'est que quand j'ai fini, c'est pour ça que le retour était dur, quand j'ai fini le GR10, je me dis zut, c'était mon objectif inatteignable. Je viens de l'atteindre. Maintenant, il faut autre chose. Je me trouvais perdu, voilà, clairement. La question, faut-il réaliser ses rêves ou pas en fait. Voilà. Maintenant, c'est qu'il doit mettre la barre plus haute. En fait. C'est il ça. doit se mettre en tout cas, ceux qui sont accessibles. L'Everest, ou après j'ai des idées. Après, je sais pas, est-ce que ça va être un Tour de France ? Moi, là, je suis en train de préparer, j'ai pris des cartes déjà. Un Tour de France, en passant en commençant dans le nord à Dunkerque, et finir en Daille en faisant toutes les côtes, donc Vosges, Jura, et compagnie. Je sais pas, après, ou un Tour d'Europe, je ne sais pas encore, mais oui, effectivement, il y a des idées là qui sont dans ma tête. Mais là ça va, t'as du mal à te réadapter à la vie au quotidien, je veux dire, c'est dur. Non, sincèrement. Là, tu te vois plus rester là-bas. Sincèrement, un ermite en fait. Quoi. Non, pas un ermite, parce qu'effectivement, comme il a dit Mehdi, le but, c'est pas de couper complètement, et moi, je n'ai pas cet esprit-là. Mais franchement, oui, je pensais pas que c'était aussi dur, sincèrement. Moi, j'ai revu Samir un mois après l'aventure, je t'ai revu en septembre. Ouais. On a fait une randonnée ensemble, justement. Ouais. J'ai vu Samir que, en fait, en toi, il y avait une partie qui était restée dans les Pyrénées. Il est resté là-bas. Il était là et tu voyais que c'était. Est-ce que le prochain défi de Samir, Mehdi, les caméras sont prêtes ? Elles sont prêtes, nous on a des idées par contre, on s'est dit Alaska, Antarctique, tout ce qui était visuel, quoi, des choses. Mais Samir est pas très mal. Alors une question toute bête, comment fait-on pour recharger son portable ? Le portable. Alors moi, dans mon cas, simplement, le chargeur solaire, c'était ça. Ah ouais. Après mon téléphone, tout simplement chargeur solaire. Du soleil, il y en a tout le temps, quasiment tout le temps, donc on peut. Et en plus, moi, mon téléphone était quasiment en mode avion justement. Je l'allumais uniquement pour de temps en temps regarder le GPS, de temps en temps donner un message à la famille. Ouais. Et les fameux posts Instagram, donc du coup, voilà, ça me suffisait très largement. J'ai toujours été à 100% tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas des moments comme ça, t'étais en train de marcher, t'en pouvais plus, t'étais fatigué, tu te dis pourquoi j'ai fait ça ? Tout le temps, quasiment tous les jours. Non mais sérieusement, quasiment tout le temps. Et c'est ça en fait, chaque jour c'est un nouveau défi. Ce que je disais, en fait, le matin je me lève, je prenais un peu le truc, je dis j'ai ça à faire, tout ça dénivelé. Et quand on monte, on dit je vais jamais y arriver, c'est trop dur. Et je dis non, je vais y aller. Et chaque jour c'est un nouveau défi qu'on relève. En fait, tu surpasses ta limite. Tous les jours on se surpasse. Et ça aussi on apprend cette chose-là aussi. Est-ce que tu as vu de la neige ? C'est le dépassement de soi. Il y a eu ce qu'on appelle des névés, effectivement, donc la neige qui reste constamment là. Voilà, donc ouais, j'en ai croisé. À un moment j'ai eu un peu peur même. Ah ouais ? Raconte-nous. Alors là j'en ai croisé, j'ai marché. En fait c'était l'année d'avant. Ouais. L'année d'avant, là où j'ai eu vraiment peur. Je suis parti sur 3 jours seulement pour encore une fois m'entraîner pour ce fameux GR10. Donc je suis sur une partie du GR10, je monte tout là-haut, je tombe sur un névé, donc c'est de la neige à perte de vue, le brouillard et l'orage. La totale. Ouais. Et la nuit qui arrive. Ouais. Ah ouais, t'es quoi ? Et là je dis zut, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai déblayé la neige, j'ai posé la tente. En plus j'étais en mode été, donc j'avais rien, j'avais pas de gros duvet, j'avais pas de feu, j'avais rien. J'ai déblayé la neige, j'ai posé ma tente et j'ai dormi là. Et finalement, et là encore une fois, moi j'ai eu peur, je dis mais je vais mourir de froid la nuit, je vais pas dormir, Et quand on se lève le matin, non, la nuit s'est bien passée,
on reprend son sac, on repart. Et encore une fois, c'est ça, c'est le dépassement de soi. C'est enlever vous voyez, ces croyances limitantes qu'on dit, je vais pas y arriver. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, non, j'y arriverai pas. Non, tu peux y arriver. Et tout le monde peut. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Bah non, clairement, c'est que je pense qu'on surpasse énormément et on enlève. Mais tu sais que ça m'a tenté, moi, à titre personnel, de le faire, hein, franchement. Hein? Ça m'a vraiment tenté de le faire, moi. Eh bah pourquoi pas? Non, mais c'est pas bien. Christophe, si t'es c'est partant, moi je suis avec toi. Ouais. Mais sincèrement, je suis vraiment sérieux. Et si t'es partant, c'est peut-être mon deuxième défi alors. Ah bah écoute, avec plaisir, parce que en plus, moi j'adore la montagne. Moi, tous les hivers, j'allais faire du ski, c'est pas pareil, tu vois, mais j'adore cet esprit de la montagne, ces gens qui sont d'une simplicité incroyable, qui ont le cœur ouvert. C'est-à-dire que tu vas chez quelqu'un, tu manges des produits frais, c'est 100% bio, les amis. Il y a pas de produits chimiques là-dedans, c'est du 100% naturel. Et c'est la France profonde, c'est la France qu'on aime finalement, et que quand tu reviens à Paris. C'est un choc, un décalage. Un choc. Quand je suis arrivé dans le métro, machin, voilà, le décalage. Alors, pour faire simple, les amis, pour aider à ce que ce film puisse voir le jour, il reste pas grand-chose. Un petit effort de votre part. Ça se passe sur un site qui est, Mehdi, modeavionfilm.com. modeavionfilm.com, et c'est notre moyen aussi à nous de pouvoir participer à faire sentir, faire valoir, faire encourager ce vivre ensemble grâce à Samir, grâce à Mehdi et ses équipes, de pouvoir justement véhiculer cette image trop souvent galvaudée par des médias dont tu t'es bien passé pendant 40 jours, et c'est tant mieux, et qui mettent à mal notre vivre ensemble, alors que tout cela c'est si simple finalement, avec nos différences, avec nos cultures différentes. Finalement on a éloigné toutes les barrières, Samir. Et c'est ce qui est extraordinaire dans ce film, absolument à voir, un film documentaire qui serait aussi, je pense, Pierre peut-être pourra vous aider dans ce sens-là, un film, un documentaire à passer dans les écoles. Vraiment, c'est important. On l'espère, en tout cas. Important. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne chance pour ce film. Vous reviendrez dès qu'il sort, c'est-à-dire fin janvier, pour qu'on puisse de nouveau... peut-être, je sais pas, pourquoi pas organiser une séance vidéo, je ne sais pas. On peut tout imaginer. Et bravo en tout cas Samir, bravo. Merci à vous. Bravo Mehdi pour avoir eu l'idée, la brillante idée de filmer tout en sachant pas forcément ce qui allait se passer et ce que tu allais faire de ces images finalement. Et voilà. Il a galéré mais il a réussi. Il a réussi, lui aussi, ça fait une aventure pour Mehdi et son équipe. Et merci à vous deux les gars, bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour ce que vous faites, et on compte sur vous. Donc modeavion.com, c'est ça? Modeavionfilm. Modeavionfilm.com. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, de les aider. Et merci d'être passé par les studios de France Maghreb 2. Il fait un peu plus chaud que dans les Pyrénées ici, quand même. Il fait chaud. C'est clair. Merci beaucoup Samir, merci Mehdi, et à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Et dans un instant, nos chroniqueurs reprennent place avec la belle histoire aussi qui arrive. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Pierre-Henri, Raouda El Amri et Rudy Kazi. Franchement, j'ai hâte de le voir ce film, je sais pas vous, mais moi aussi, hein. Au-delà de franchement, j'aimerais bien la faire cette traversée. Ça m'a trotté l'esprit, mais et pourquoi pas la faire avec toute l'équipe du LG? Pourquoi pas? Avec Pierre en maître de cérémonie qui dirigerait toute l'équipe. Sherpa. Je le vois bien moi. Hein Pierre? Mais parfaitement, et puis discipline. Ah oui, ça avec toi, ça rigole pas. Hein. Oui, va nous réveiller le matin. J'imagine. Avec la belle histoire qui nous chanterait des chansons le matin ou le soir autour d'une guitare, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Magnifique. Bon, est-ce que la belle histoire est prête? Non, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Il me reste encore deux petites minutes, si vous le voulez bien. Alors juste le temps, peut-être. Il consulte les astrologues. Puisqu'apparemment, il n'a pas assez le droit à la parole. Comme ça, il va pouvoir meubler. Je fais confiance. Tout le monde a la parole ici, la belle histoire. Il n'y a pas de problème. Juste histoire de nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie proposée par Castex, qui recommande aux enfants de s'auto-confiner jeudi et vendredi, pas obligatoire d'aller à l'école, une tolérance est accordée pour préserver les familles pour les fêtes de Noël, invitant donc tous les Français à la prudence, parce qu'on redoute évidemment, pour éviter cette troisième vague, tout le monde doit être responsable, nous dit-on. Castex qui a également dit ce matin c'est un crève-cœur de pas pouvoir promettre une réouverture des restaurateurs au mois le 20 janvier prochain. On est un peu dans le flou, les amis, et on a sacrifié le réveillon du 31 décembre, puisque vous le savez, dès ce soir, entre en vigueur dans tout le territoire français, y compris dans les Pyrénées, le couvre-feu à 20h.
ce soir. Donc, il n'y a plus besoin d'attestation, mais si vous devez sortir pour des raisons impératives, il vous faut quand même l'attestation, nouvelle formule qui a été annoncée et publiée sur le ministère de l'Intérieur. Mon Pierre, cette nouvelle stratégie. Oui, c'est très compliqué quand on regarde la situation dans les pays voisins, avec le reconfinement en Allemagne, le nombre de morts qui augmente en Italie. On peut porter toutes les critiques que l'on veut à l'égard du pouvoir. On est dans une situation extrêmement difficile. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est tout simplement qu'avec cette année 2020, eh bien, se termine le confinement, encore un petit effort. Et puis voilà, et on bascule dans une année 2021 qui sera cette fois abracadabrantesque, et où on pourra être dans la convivialité, parce que là, ça commence à peser. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Sur le moral des gens. Sur les nerfs. Sur leur santé mentale. Voilà. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Il y en a marre, Rudy, hein. Ouais. Et comment vous qualifiez, si vous deviez qualifier l'année 2020, qu'est-ce que Annus horribilis. Merdique. Comme aurait dit la reine Elisabeth. Ça m'étonnerait que la reine Elisabeth n'ait pas été trop emmerdée par le confinement. Que Christophe vient de... Non, mais c'est elle qui avait popularisé cette expression, c'est pour ça que je la reprends. Non, mais c'est vrai que c'est une année un petit peu très difficile. Moi, j'ai perdu une amie, j'ai le père d'une de mes cousines aussi qui est décédé sans qu'on ait pu le voir, enfin en tout cas assister aux obsèques, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça très compliqués. C'est très dur. Et voilà, maintenant après... on en profite d'ailleurs pour adresser... un gros message de soutien à tous ceux qui ont perdu des proches dans cette terrible... Et pour vous dire encore qu'il ne faut pas relâcher, parce que le virus, on n'en rigole pas. On a un des rescapés dans notre équipe, Karim, qui sera avec nous d'ailleurs vendredi. Donc voilà, il a été 1 mois dans le coma. Donc c'est vraiment un truc avec lequel on rigole pas. Et je sais que les jeunes n'ont pas toujours... Mais il faut les comprendre aussi. Ça a été dur aussi pour eux, franchement. Ça a été très très dur. Et c'est pas encore terminé, donc soyons patients et tâchons d'être le plus responsable possible, même si des fois ça nous agace, mais voilà. Essayons d'en sortir le plus rapidement possible de tout ça. Et espérer aussi quand même que le gouvernement fasse toujours mieux les choses, meilleur en communication, moins de flou, moins de... Voilà quoi. Bon, la belle histoire, il faut y aller maintenant, hein. C'est à toi. Eh ben, je suis là. Eh ben, c'est très bien, ça tombe bien, on va t'écouter micro ouvert. Ah, d'habitude je ferme les micros, mais là je vais les laisser ouverts pour pourquoi pas capter une réaction en tout genre de Pierre, de Rudy ou de Raouda. Ça s'appelle donc en mode avion. Comment ça s'appelle le titre de la chronique? Comme un mode avion sans aile. E2LE, hein, on est d'accord. E2LE. D'accord, très bien. Eh bien, c'est à toi la belle histoire, nous t'écoutons. Dans la cité phocéenne, la bouillabaisse politique a fait son effet quand Michel met le holà sur le rubis que Marseille représente. Rubirola, le sort en est jeté, rendant la capitale de la Méditerranée stupéfaite par un trafic de stupéfiants politiques. L'empaillé en douce, Benoît Payan, devrait succéder à celle qui laisse ce soir une mairie en mode avion sans aile. La bonne mère veille, même si cela n'a pas suffi. Sans aucun doute, comme dirait Julien Courbet, il y aura une grosse fête clandestine à l'hôtel de ville où a été invité le monsieur loyal de la télé, Patrick Sébastien. Salut, c'est Patrick Sébastien, c'est génial, attends, c'est génial, putain, c'est génial. Attends, s'il te plaît, attends, c'est génial. On va se détendre. On m'a démissionné de France Télévisions, on a démissionné à Paris, on a démissionné à Marseille, et vous savez, moi, j'aime l'amour, bien sûr, hein, il y a que de l'amour. Et on va se retrouver pour faire la fête à Marseille, clandestinement. On va faire la fête avec les tapas, le pastis, les bons gars, et les gens de la mairie de Marseille. Allez, musique!
Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, avec la mère Rubirola, la fiesta. Et on payait le Benoît Payan, la fiesta, et on finira la tête à l'envers, la fiesta. Allez l'OM! Oui, ça c'était pas obligé ça. Doucement. C'était pas obligé ça, la belle histoire. Rubirola, s'il vous plaît, comme dirait Deschamps, s'il vous plaît. J'encourage Michel Rubirola à consulter son frère, qui lui prescrira du fer, histoire qu'elle retrouve la santé. De fer. Rudy Kazi est vraiment proposé le sujet qu'il a proposé aujourd'hui. Le revenu minimum universel. Cyril Hanouna, s'il te plaît, le gars... c'est génial. Le gars, il est super gonflé. Le gars, il a pas froid aux yeux. Ce monsieur est vice-président du CBIF, le collectif des élus remplis de bif. Non. Si seulement c'était vrai. Non, mais Christophe, je peux pas laisser dire ça. C'est une remarque raciste et néocolonialiste. Je suis vice-président du CBIF, le collectif des élus binationaux de France. Oh, pardon, mon Rudy. Il y a méprise. En effet, la France-Afrique, c'est fini. Quoique le fric, c'est chic. Sans rancune, Rudy, hein. Tu es mon ami, tu es mon frère. Ah, tu sais, moi, je m'appelle Axel Follet, hein, tu le sais, hein. Un de mes acteurs préférés, Eddie Murphy, des 4 frères. Ah, Pierre-Henri, attends, Pierre-Henri. Ouais. Attention. Pierre-Henri a une paire de jumelles. Oui. Pas en bas, hein. Non, mais je parle de la paire de jumelles, l'appareil, hein. Oui, on a bien compris. Non pas parce qu'il est un aficionado du tiercé, quarté, quinté plus, ni même d'astrologie, comme Alexis Dorian ou Abderrahmane d'Occident, mais en fait, il observe depuis l'observatoire une étoile filante de laïcité qui ne brillera plus. Elle est devenue une Emmanuel Macron-stellation en consternation républicaine. Magnifique. Raouda vit avec l'Indien Raoni, vivant en Amazonie, justifiant du même coup son retard coutumier aussi régulier qu'une blessure de Neymar. Sa famille n'est pas au courant. Oh, le clash. C'est la classe. C'est la classe, oui, le clash. Pas la classe, alors, le clash. Ouais, c'est le clash. Précarité des étudiants, je réponds revenu universel étudiant. Pour chaque étudiant, pour que chaque étudiant ait la même équité de chances de réussir, c'est pourquoi il sacrifie tant de choses. Il faut le sacraliser. Info Total Recall de Damien Recall, de notre confrère d'RFI. Gérald de Moussa Darmanin démissionne. Quoi ? De son poste de ministre au profit du président de Guinée, Alpha Condé, MDR. Bah oui, il est Condé, bien sûr. Bon, bref. Je voudrais saluer Alexis Dorian. Qui a dit qu'il allait se passer quelque chose à Marseille, alors que Christophe lui avait dit 2 minutes avant. C'est vraiment pas malin pour un médium, ça. Et j'ai envie de lui rendre hommage au travers de cette petite chanson. La nuit, je prends des trains à travers la plaine. Quelle voix, machallah. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Pas mal. Où subsiste encore ton écho. Je m'en vais du côté des Pyrénées, où le pire n'est pas encore né, en mode avion. Superbe. Et je vous chanterai bientôt de nouvelles chansons. À demain, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, la belle histoire, bravo. Franchement efficace, il les a placés tous ces mots que vous lui avez donnés tout à l'heure, évidemment. En mode avion, il l'a fait tranquillement, évidemment, comme le film qu'on a évoqué avec nos invités Samir. Très beau film. Très beau film. Bon, on l'a pas encore vu, mais en tout cas, ça donne franchement envie. Et donc, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de main. Il leur reste vraiment très peu d'argent pour. D'ailleurs, le timing est parfait, oui. puisque le film va sortir
au moment même où Jean-Pierre Pernaut va quitter la présentation du 13h, comme quoi c'est cette la semaine. France profonde ne se résume pas à un Jean-Pierre Pernaut primaire, mais par un Samir, je crois que c'est Samir qui le fait. Oui, il s'appelle hein. Samir, oui. Voilà, Samir et Mehdi. qui le fait, mais je crois que c'est le nouveau Jean-Pierre Pernaut. Oui, c'est la semaine prochaine ou cette semaine qui termine son Il journal. termine vendredi. Vendredi, C'est un dernier journal. événement. Hein. Non, mais c'est un événement, bien événement. sûr, c'est un événement. C'est comme si Christophe Roy arrêtait la radio demain, toi. Ah bon? C'est un événement. Ah, C'est ok, un, d'accord. c'est un événement puisqu'il quitte la présentation après presque 33 ans de présence. 33 Ce ans. qui constitue, je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, un record mondial. Oui, absolument. Bon. C'est ouf. Presque Pierre y est, hein, au niveau du record. En matière de présence dans les médias, je ne sais pas, non Pierre? Oh, Ah, j'ai cru que tu faisais en fait encore une sale blague sur son âge. Oui, mais je ne. Mais moi j'ai 20 ans, moi. Ah oui. J'ai 20 ans, je suis beaucoup plus jeune que Que nous. beaucoup d'entre vous. Oui. Là, je ne veux rien dire. hein, là, Absolument. Bon, en tout cas, bravo la belle histoire. Et n'hésitez pas à aller leur donner un petit Et coup de puis main donc, à d'ailleurs, l'équipe du film. Je vous invite à venir courir chaque matin avec moi, hein, si Ah, vous bah, voulez. pourquoi pas On va faire Oui. une campagne. On se Moi, retrouve je suis. Ça te ferait du bien, Rudy, toi. Non, mais moi, j'ai toujours été endurant, donc y a pas. Mm. Je suis endurant. moi, c'est- Oui, très bien. Ah. Bon, aucun rapport avec les propos de Marlène Vice-président Schiappa. du CPIF. Non, rien à voir. Non, Évidemment. rien à voir. rien à Oula, voir. il est temps que ça s'arrête cette Endurant course émission. à pied. hein. Hein, évidemment, les plans à 3 de Marlène Schiappa, tout le monde y a cru. Christophe, juste un Demain, Les trouples, tu es pour les trouples. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle interdit les certificats de virginité. Je comprends pourquoi. ah oui, voilà, Ah, c'est ça, bah. ça a du sens, ça a du Voilà, sens, raison. effectivement. Bon, il est vraiment temps que ça s'arrête cette émission pour aujourd'hui, puisque Juste sinon ça risque de une partir dernière. très dans la... Ah oui, pardon, Raouda, vas-y vite. Oui, tout de suite. juste pour, je voulais dire pour la situation de précarité des étudiants, j'ai une amie qui a donc écrit un livre sur ça, Kenza, le vrai trésor, c'est de Zara Assouni, et donc il est disponible à la Fnac et sur les plateformes Amazon. Tout Ah, ça. c'est pas emmerdé pour le titre, hein. Kenza, le vrai trésor. Kenza, ça veut dire trésor en arabe pour Pierre. Voilà, donc c'est formidable. L'intéressé En appréciera. tout cas, c'est inspiré de faits réels, et donc Il faudra la allez-y. faire venir dans les studios. Oui. Merci à tous, à demain. À bientôt, 16h. Kenza. Dans un instant, Medjet, il est Non, pas 18h. encore. À demain, ciao.